Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire French Morning qui est consacré aujourd'hui aux transformations dans les métiers du tourisme, du management et du digital et plus particulièrement les formations qui préparent à ces métiers. On est heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Zoom et sur Facebook. On est en live, donc profitez-en pour poser vos questions. Alors si vous êtes sur Zoom, tout simplement en levant la main ou en posant vos questions dans les Q&A. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez poser vos questions directement dans les commentaires. On aura le plaisir de vous donner la parole. On a le plaisir aujourd'hui de retrouver deux directeurs d'école du groupe Excelia. Merci à Sébastien Chantelot et Pascal Capellari de nous retrouver aujourd'hui. Alors, Sébastien Chantelot est docteur en sciences économiques. Il a près de 20 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur et aujourd'hui directeur de La Rochelle Business School et vice-dean en charge des affaires académiques d'Excelia Group. Pascal Capellari a quant à lui rejoint Excelia Group en 2008 pour être aujourd'hui directeur des écoles spécialisées Digital Communication et Tourisme après avoir eu 10 ans d'expérience en gestion de conseil client en entreprise. Vous retrouverez leurs coordonnées et surtout les coordonnées du bureau aux États-Unis si vous avez des questions après ce webinaire qu'on rediffusera bien entendu sur votre magazine préféré. Pour le moment, on est en live, donc profitez-en, posez vos questions, on vous donne la parole et je passe tout de suite la parole à Sébastien qui va nous expliquer un petit peu le programme de ce webinaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous prêter audience. On va essayer en effet de répondre à toutes vos interrogations, vos questions, essayer d'être très clair sur les transformations qui sont nombreuses, des métiers, du management pour ma part, et puis Pascal va vous éclairer bien évidemment sur les transformations dans les métiers du tourisme et du digital. Je vais m'appuyer peut-être sur une petite présentation qui va nous permettre de faire quelque chose peut-être d'un peu plus interactif. Voilà. Est-ce que c'est bon? A priori, ça devrait être pas mal. Donc, ce que nous vous proposons, une introduction quand même pour présenter Excelia Group. Peut-être que vous avez connu Excelia Group qui a changé de nom il y a 2 ans maintenant sous le nom du groupe Subdeco La Rochelle. Le feu Subdeco La Rochelle. Et il y a 2 ans, on a choisi de donner une autre envergure à la marque, plus représentative de ce qu'elle est, c'est-à-dire un groupe d'écoles multidisciplinaires, j'y reviendrai, en la baptisant Excelia Group. Donc voilà, depuis 2 ans, le groupe Subdeco La Rochelle a laissé place à Excelia Group. Donc une très courte introduction pour vous présenter Excelia Group, notamment dans sa diversité, et ensuite rentrer dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on s'est adapté tout d'abord au contexte si singulier qu'on vit? Comment on a adapté tout d'abord nos enseignements pendant cette période de mars jusqu'à aujourd'hui, où on a connu une période de confinement, maintenant on est déconfiné, mais comment est-ce qu'on a géré ça et surtout, comment est-ce qu'on va gérer ça à la rentrée dans un contexte, on va le voir, qui est encore quand même assez tourmenté, assez incertain. On va vous expliquer puisqu'on a de toute façon décider de notre modèle pédagogique, décider des dates de rentrée et privilégier surtout le présentiel. Et Pascal reviendra plus profondément dessus. Troisième point, le cœur de notre intervention, les nouveaux métiers, les nouvelles tendances, les transformations dans les métiers du management, les métiers du tourisme et les métiers du digital. Et enfin, le dernier point, pour ces nouvelles tendances, pour ces nouveaux métiers, nous, on a une gamme de programmes, que ce soit en management, en business, en tourisme et également en digital, mais pour parvenir justement à embrasser ces nouveaux métiers, à saisir ces nouvelles opportunités qui vont s'offrir à des jeunes diplômés fraîchement sortis de l'école sur le marché du travail. Alors, premier point, Excelia Group, donc feu Subdeco, groupe Subdeco La Rochelle. Groupe d'écoles multidisciplinaires. Pourquoi multidisciplinaire? Puisque vous avez la grande école de management, La Rochelle Business School, l'école de tourisme, de management du tourisme, donc La Rochelle Tourism and Hospitality School, La Rochelle Digital School, l'école de digital d'Excelia Group, une académie qui est un SaaS pour nos étudiants étrangers, mais également qui a la particularité, puisque nous ne sommes pas un groupe et nous ne sommes pas des écoles qui ne faisons qu'accueillir des internationaux, mais bel et bien des écoles internationales. La Rochelle Académie abrite un institut de français langue étrangère, justement pour acculturer les étudiants étrangers à la culture française et surtout à la langue française. C'est assez rare pour être signalé et surtout, je crois, Pascal, que notre institut est un des premiers à avoir été créé en France sur cette thématique du français langue étrangère. Oui, tout à fait, en 1928. 1928. Et La Rochelle Executive Education,
qui répond aux besoins en formation, formation certifiante, diplômante des entreprises. Nous avons fêté nos 30 ans l'année dernière. C'est à cette occasion d'ailleurs que nous avons changé de marque. Donc, un groupe plutôt jeune, plutôt dynamique. Donc, La Rochelle Business School, la grande école de management, créée en premier il y a 31 ans maintenant. Et puis ensuite, l'école de tourisme et dernièrement, l'école du digital notamment. Excelia Group, c'est 3600 étudiants. On verra répartis sur plusieurs campus. Il y a 72 nationalités qui se côtoient sur les campus. Un étudiant sur 4 est un étudiant étranger. 95 professeurs permanents sont tous des enseignants-chercheurs. Ils sont docteurs, donc produisent de la recherche et évidemment des enseignements d'excellence, de grande qualité dans les thématiques management, business, tourisme et digital. La moitié d'entre eux sont des professeurs internationaux. Nous rayonnons dans le monde entier. Nos territoires, c'est bien entendu La Rochelle, on va le voir ensuite en France sur d'autres campus, mais également le Playground, c'est vraiment le monde entier. 163 partenaires universitaires répartis dans 50 pays, aux États-Unis notamment. Nous avons 25 partenariats universitaires, mais dans tous les continents du monde. Et puis, une communauté, un réseau de ce qu'on appelle les alumni, les diplômés de l'école. Ils sont 16 000. 25% d'entre eux, d'ailleurs, sont à l'international, dans le monde entier. Et c'est une communauté qui se retrouve pour des workshops. Il y en a chaque année aux États-Unis, en Australie, mais évidemment en France, en Europe. Et nos diplômés ont plaisir à se rencontrer et nous avons plaisir à garder le contact avec eux. Et une vie qui est très riche sur les campus d'Excelia, c'est une des écoles qui abrite la vie associative, la vie club la plus vibrante parmi et dans le paysage des écoles françaises. Alors, je vais vous parler d'Excelia Group, c'est multi-campus. Le vaisseau amiral, le campus historique à La Rochelle, avec ses petits satellites, à Niort, parce que Niort, il y a une très grosse spécificité sur les assurances, c'est une place financière française importante. À Rochefort, par rapport à l'achat, la logistique, la supply chain, où il y a également des plateformes très importantes. Cognac sur la dimension luxe de ce produit d'excellence, notamment à l'export français. Et puis récemment, nous avons créé un nouveau campus à Tours, à mi-chemin entre La Rochelle et Paris. Et nous ouvrons dès la rentrée 2020 un campus à Paris sur certains programmes qui seront dispensés dans la capitale. Nous avons 2 campus associés à l'international, New Rochelle, qui est juste au nord de New York, et un campus associé à Pékin également, où nous envoyons des étudiants chaque année. Donc voilà nos territoires, les territoires d'Excelia Group. Alors, Excelia Group, c'est également une école reconnue. Pour ne parler que de la France, vous avez par exemple 300 écoles de commerce en France, vous n'en avez que 40 qui sont des grandes écoles, qui sont habilitées à délivrer le master et reconnues en tant que telles par le ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, ce sont pour les accréditations nationales. Et puis, les accréditations internationales, on va parler d'IPAS très rapidement, c'est une accréditation internationale. Mais pour l'école de tourisme, par exemple, il y a la certification TEDQual, qui est une certification délivrée par les Nations Unies et qui est extrêmement rarissime dans le monde, en Europe tout particulièrement. En France, nous sommes la seule école de tourisme à posséder cette accréditation. Elle nous certifie sur l'excellence des contenus, sur l'excellence de l'accompagnement, de l'insertion professionnelle dont nous pourvoyons nos étudiants, que nous transformons, une fois diplômés, en vrais professionnels du tourisme reconnus au niveau international. Alors, les accréditations ne s'arrêtent pas là. C'est à ça aussi que l'on reconnaît une très grande école. Nous avons obtenu en 2013 la prestigieuse accréditation AACSB, qui est une accréditation américaine qui accrédite l'excellence académique, l'excellence de la recherche des écoles et tout un ensemble de critères. Il faut voir ça comme un système de management de la qualité avec des points normatifs extrêmement précis. Et pour faire partie d'un club qui rassemble 5% des business schools au monde. Donc, c'est une accréditation extrêmement rare, américaine. Aujourd'hui est un jour très particulier pour nous puisque nous avons décroché l'accréditation EQUIS, qui est la plus prestigieuse accréditation pour les business schools. C'est une accréditation européenne. Et là, à partir d'aujourd'hui, nous faisons partie des 1% des business schools les plus prestigieuses à détenir cette accréditation. Et tout cela, toute cette dynamique, toute cette excellence que nous renforçons chaque année se voit. Classement du Financial Times cette année, nous avons connu la plus grande progression parmi les business schools mondiales. Nous sommes classés parmi les 100 meilleurs business schools au monde et nous avons fait un bond de 28 places
pour nous retrouver autour de la 60e position. Nous sommes classés depuis 2014, mais cette année a vraiment été une consécration pour nous en termes de croissance de la qualité reconnue au niveau international par le Financial Times. Et nous attendons la décision de la dernière accréditation, l'accréditation AMBA, accréditation anglo-saxonne, pour détenir ce que nous appelons la triple couronne dans notre milieu, c'est-à-dire les moins d'1% de business school triple accrédités au monde. Donc, mettre le pied à Excelia Group, dans une de ces écoles, c'est mettre le pied dans des écoles reconnues au niveau national et international, certifiées, avec des critères de qualité extrêmement rigoureux, extrêmement élevés, qui vous garantissent du début de votre intégration, de l'intégration de l'étudiant jusqu'à sa diplomation, une excellence dans tous les interstices du groupe. Alors, le premier point après cette présentation, c'est quelle réponse nous avons offert collectivement à ce contexte si singulier marqué par une crise sanitaire d'une ampleur que nous n'avions jamais expérimenté jusqu'à présent. Pour vous donner un petit historique, il y a 4 phases. Il y a 2 phases que nous estimons avoir vécues, et cette première phase de confinement. Alors, à Excelia, nous étions préparés, nous avions anticipé cela. Pour la bonne et simple raison que notre cérémonie de remise des diplômes tombe au mois de mars et que nous avons malheureusement dû annuler cette cérémonie parce que c'était 3000 personnes rassemblées à La Rochelle pour la cérémonie de la graduation ceremony, remettre les toges, les toques, les diplômes. Dans un contexte extrêmement incertain, nous avions décidé d'annuler cette cérémonie. Ça nous a mis la puce à l'oreille et on s'est dit, préparons-nous quand même à l'éventualité d'un confinement. Ce qui fait que le 16 mars, le jour où la France a été confinée, nous avons assuré, et c'est la phase 1 et 2, la continuité pédagogique. C'est-à-dire que tous les étudiants, sur la base du même emploi du temps qu'ils auraient fait en présentiel, ont eu une continuité pédagogique avec des cours en distanciel synchrone, en même temps, en live, puis asynchrone aussi, avec du contenu, pour obtenir leur crédit, pour boucler leur année, pour essayer, malgré un contexte assez défavorable, de trouver des stages. Et ils y sont arrivés, de garantir quand même ces moments expérientiels qui donnent toute la valeur ensuite au diplôme et toute l'expérience, toute la couleur du curriculum vitae. Donc, nous avons assuré cette continuité pédagogique et cela s'est très bien passé. Les étudiants ont volontiers joué le jeu, se sont volontiers sont inscrits dans ces modalités pédagogiques et on a des enquêtes de satisfaction qui nous montrent que nous avons vraiment, tous ensemble, relevé avec succès ce challenge. Maintenant, c'est la phase 3 qui nous attend. Et cette phase 3, c'est la phase de la rentrée. Que faire au premier semestre puisque nous sommes quand même dans un contexte incertain. Certes, nous sommes déconfinés. Il semblerait qu'il y ait un recul de la propagation du virus. Néanmoins, peu de préconisations, peu de certitudes. Et vous le voyez sur le schéma, on reste dans la tourmente, ça reste turbulent. Mais nous sommes concertés tous ensemble, toutes les écoles, et nous avons élaboré un plan de rentrée qui va permettre tout d'abord à nos étudiants de pouvoir continuer sereinement avec le pari du présentiel et surtout aux étudiants internationaux de pouvoir au fil de l'eau nous rejoindre avec des rentrées décalées, des moments peut-être un peu plus en full distanciel. Mais je vais laisser la parole à Pascal pour qu'il nous présente justement l'ensemble de ces dispositifs. Et surtout, conclure avec la phase 4 qui nous attend, c'est quels enseignements allons-nous tirer de tout cela, d'un confinement général et puis de modalités pédagogiques qu'on a tendance à appeler e-flex, hybride, parce qu'il y a du présentiel, il y a du distanciel et surtout flexible, parce que les étudiants peuvent nous rejoindre au fil de l'eau en fonction d'un marché aérien qui se détend, d'une mobilité internationale retrouvée, etc. Mais je laisse la parole à Pascal pour nous parler justement de cette rentrée sur laquelle nous avons activement travaillé. En effet, donc merci Sébastien. Bonjour à tous. Donc effectivement, la première chose importante, je pense que les futurs étudiants, les parents se posent des questions, c'est est-ce que les dates de rentrée sont maintenues? Bien oui, les dates de rentrée restent inchangées. Vous les trouverez d'ailleurs très rapidement sur notre site internet. Ça, c'est la première chose importante. C'est que nous avons prévu une rentrée, en tout cas des dates de rentrée identiques et de manière tout à fait classique. Et puis la deuxième information importante, effectivement, comme l'a dit Sébastien, c'est que nous avons tiré les enseignements de cette phase 2 et de la phase 3 dans laquelle nous sommes.
avec cette deuxième information importante, c'est que un protocole sanitaire va être mis en œuvre, bien évidemment. Le sens de circulation, les horaires décalés, les planifications de salles qui peuvent accueillir le double des effectifs. Donc ça, c'est très important, je pense, pour les étudiants qui vont nous rejoindre. Donc le protocole sanitaire, bien sûr, sera mis en place. On a fait des efforts sur les salles, on a réfléchi à la planification d'ores et déjà pour justement, comme l'a dit Sébastien, maintenir des modalités pédagogiques vous permettant de vivre une vraie expérience d'étudiants sur nos campus à La Rochelle, à Tours et à Paris à partir du mois de janvier. Donc, les modalités pédagogiques vont bien sûr être adaptées, Clément, puisqu'on a déjà mis en place depuis quelques années du blended learning, c'est-à-dire de l'apprentissage mixé entre la digitalisation déjà de 15% des cours et puis du présentiel. Là, évidemment, on va mettre en œuvre une modalité assez, comme tu le disais Sébastien, très flexible, avec effectivement, il y a 3 scénarios possibles. Un scénario où effectivement, il n'y a plus de Covid, bon, on y croit moyennement. Un scénario où effectivement, il y a une impossibilité de faire court. C'est vrai que le pire des scénarios, c'est un reconfinement. Donc là, on sait faire, puisqu'on le fait déjà. On a délivré 8000 heures depuis le 16 mars d'enseignement digitalisé. Et puis, très probablement, le scénario sur lequel nous partons, qui peut nous permettre d'ailleurs de basculer d'un scénario à l'autre, c'est un scénario hybride, flexible, avec une expérience forte de présence dans nos cours, et puis mixé à des expériences de digitalisation de cours, mais avec des travaux de groupe aussi dans l'école, avec bien sûr toutes les protections et les précautions sanitaires, mais nous voulons que nos étudiants vivent l'expérience sur site, avec bien sûr des adaptations, en limitant les cours magistraux, bien sûr, sur site, mais en mettant en place les travaux dirigés sur site, avec des groupes adaptés, et comme je l'ai dit tout à l'heure, des modalités de salles logistiques adaptées au contexte. Donc tout ça, c'est déjà prévu. Toutes les modalités pédagogiques sont déjà envoyées aux professeurs. Ils travaillent déjà sur la modification des scénarios pédagogiques. Donc nous sommes prêts à vous accueillir à La Rochelle. Et ça, c'est très important de le préciser, ne serait-ce que pour réserver des appartements. Enfin, je pense à la logistique très simple, mais ce sont vraiment des considérations que les parents nous interpellent déjà à ce sujet. Donc oui, vous serez accueillis sur La Rochelle, sur site, avec des cours sur site, avec des associations qui vous recevront, une vraie vie associative, une vraie student life pour être en contact de la vie à La Rochelle, qui est assez agréable. La vie à Tours, bien évidemment, une grande ville assez connue. La Rochelle, évidemment, avec sa sécurité, c'est une ville à taille humaine. Et puis Paris pour le programme BBA, d'ailleurs, dont Sébastien nous parlera. Donc, ça, c'est la 3e information importante. La 4e information importante, c'est que si vous arrivez en cours de route, il n'y a pas de problème, puisque nous offrons la possibilité, notamment en première année de bachelor, d'avoir tout le premier semestre, première année, si vous ne pouvez pas venir en France pour des raisons de fermeture d'aéroports, etc., pour atteindre l'Europe, vous pourrez suivre nos cours en ligne et nous rejoindre ensuite au semestre 2. Ça, c'est la première modalité pour les programmes bachelor business, bachelor tourisme, bachelor BBA. Le BBA va ouvrir également à partir de janvier à la rentrée. Donc, ça permettra aussi aux étudiants expatriés de nous rejoindre sans problème, mais avec un peu plus de recul sur la crise du Covid. Nous allons digitaliser également certaines promotions. Donc voilà, ça va nous permettre quand même à ces rentrées décalées d'accueillir tout le monde en fonction des arrivées. Ça, c'est le dernier message et le plus important. Vous pourrez arriver, selon vos dates d'arrivée, il y a toujours une solution pour commencer à distance, par exemple, et nous rejoindre au semestre 2. Voilà. Donc ça, c'est le message qu'on voulait faire passer. Donc, que ce soit le bachelor business, le bachelor tourisme, le BBA,
soit vous commencez à en digitaliser parce que vous ne pouvez pas venir et vous nous rejoignez au semestre 2, soit vous nous rejoignez directement au semestre 2, car beaucoup de promotions démarreront également en janvier. Voilà. Donc, toutes les solutions sont possibles. On a prévu tout cela, bien sûr, avec le corps professoral et toutes les équipes pédagogiques. Et j'ajoute qu'on est tous mobilisés depuis 2-3 mois pour préparer cette rentrée dans les locaux de l'école et ou à distance, et puis nous rejoindre ensuite avec ces rentrées décalées pour ceux qui nous regardent et qui ne pourraient pas intégrer immédiatement l'épreuve en raison des fermetures des frontières. Voilà, Sébastien, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, tu peux compléter. Non, mais c'est exactement en fait le scénario qu'on a déterminé. Peut-être rappeler, c'est vrai que La Rochelle a eu ce mérite d'être quand même assez épargnée par cette crise sanitaire, même si elle a été confinée comme toutes les villes de France. Néanmoins, en termes de cas et de pandémie, on a quand même été assez préservé comme tout le littoral de toute façon français. Alors, il y avait effectivement les scénarios de passer tout à distance, mais vraiment, ce qui nous importe, c'est que vous soyez sur site, la vie étudiante et vivre pleinement l'expérience. Donc, on a créé les conditions pour que tout le monde arrive au fil de l'eau. Donc, voilà les réponses qu'Excelia a apportées à cette crise. Son regard aussi sur cette pandémie, sur ce changement, cette continuité pédagogique et des solutions qui sont quand même assez audacieuses puisque nous voulons vraiment privilégier le présentiel. Peut-être rentrer après ce point dans le vif du sujet, dans la thématique de notre intervention. Excusez-moi, Sébastien, il y a juste une question juste avant de passer là-dessus. Une première question sur les étudiants qui ne sont pas dans les lycées français, mais qui sont aux États-Unis. Est-ce qu'ils peuvent se présenter au concours et comment le faire ? Oui, alors bien sûr, ils peuvent se présenter au concours d'entrée. On a un concours d'entrée international, puisqu'on a également des concours d'entrée français, puisqu'on obéit à certaines contraintes ou régulations du ministère. Mais pour l'international, on a un concours propre et il suffit donc de candidater. Alors évidemment, l'oral ne va pas se faire sur site, bien entendu, mais nous avons des systèmes de dossiers, des systèmes d'oraux différés. On peut candidater directement sur le site, peut-être se rapprocher pour avoir les meilleurs conseils, les meilleures infos, les dates et les modalités de notre bureau de représentation aux États-Unis, à la personne de Cécile Maury. Je pense que les coordonnées doivent être disponibles, mais nous avons un bureau de représentation aux États-Unis qui justement conseille les étudiants basés sur le sol américain pour qu'ils peaufinent, optimisent leur candidature à notre concours et puissent intégrer l'école dans les meilleures conditions. Okay, est-ce que j'ai répondu ? Oui, ça me paraît très bien. On avait une deuxième question sur les… Alors, j'imagine plutôt avec les partenariats aussi que vous avez sur les États-Unis ou à l'international. Est-ce que vous avez un peu des éléments à donner sur les écoles partenaires et les rentrées qui se prévoient pour septembre ou après ? Oui, là peut-être effectivement préciser, et Sébastien tu complètes, mais nous avons donc un service international à mobiliser depuis 3 mois qui assiste toutes les semaines aux réunions qui sont mises en place par la conférence des grandes écoles auxquelles on appartient. Et donc on est en connexion vraiment très proche avec nos universités partenaires dans le monde et notamment on a pris des décisions, Sébastien, je pense oui, tout à fait. On peut le dire, c'est qu'effectivement, on a décalé les expatriations au semestre 2 pour les étudiants qui souhaiteraient s'expatrier en dehors de l'Europe, sachant que, comme vous le savez, les frontières européennes, et on a eu la garantie et l'assurance d'un grand nombre de partenaires européens de pouvoir quand même accueillir des étudiants dès la rentrée de septembre. Donc, pour le reste du monde, donc, les étudiants qui seraient à La Rochelle, Tours ou Paris à Excelia pourraient partir en Europe dès le semestre 1. Et en revanche, toutes les expatriations en dehors de l'Europe, nous avons tout décalé au semestre 2. C'est-à-dire que nous avons en fait remis des groupes au semestre 1 pour pouvoir nous adapter à la situation. Sébastien, tu peux compléter. Oui, tout à fait. On travaille avec des hypothèses qui sont quand même fortes, mais on travaille dans un contexte d'incertitude. On a vraiment remis de l'incertitude dans nos prises de décision parce qu'on n'a aucune idée de la mobilité internationale. Nous, on fait le pari que cette mobilité elle va être quand même très entravée.
Et donc, dans le jeu des expatriations académiques, c'est vrai qu'au premier semestre, nous, on est très prudent par rapport à être hors UE. Et si un étudiant est déjà sur le sol américain, bon, bien sûr, la problématique n'est pas forcément la même, mais encore faut-il qu'il soit inscrit à l'école, qu'il y ait cette demande de mobilité. Mais nous, quand on a créé le dispositif, c'était surtout pour nos étudiants, voir comment ils pouvaient s'expatrier. Donc, on a fait le pari de l'Europe. Et même en Europe, tous les pays, je pense, ne retrouveront pas une ouverture de frontières pure et parfaite à la rentrée 2020. Donc, on a préféré, quand c'était possible, accorder le droit effectivement d'une mobilité au semestre 1 en Europe et reporter au semestre 2 la mobilité dans le monde entier, en espérant, toujours pareil, On réserve des conditions. que des conditions non pas normales, mais un peu plus familières, ont repris le dessus pour attaquer 2021. Super, merci. Donc, le cœur de l'intervention, la thématique, parler avec vous, explorer avec vous les nouvelles tendances, les nouveaux métiers de demain, que ce soit en management, et je vais vous faire part de notre analyse sur ces grandes transformations, ces ruptures aussi, beaucoup, qui invitent à repenser pas mal de métiers. Certains vont disparaître, d'autres vont apparaître. Et quoi qu'il en soit, nous, dans notre mission de Business School, nous devons former nos étudiants à l'éventualité de métiers qui n'existent pas. Donc, c'est former des étudiants à des métiers qui n'existent pas forcément, pour des entreprises qui n'ont pas forcément encore été créées, dans des secteurs d'activité qui n'ont peut-être encore jamais émergé. Donc, c'est une équation à 3 inconnus, ce qui rend notre travail et notre mission extrêmement palpitantes. Donc, peut-être, pour commencer, nous sommes quand même dominés par des périodes de changement assez radicales, des périodes de rupture. Oui, le monde change, il est en train de changer. Au-delà même d'événements exogènes comme ce contexte de crise que nous vivons, qui modifie profondément, mais vous l'avez peut-être toutes et tous constaté, la manière dont on travaille, en tout cas pour nos étudiants, la manière dont on étudie, mais même nous, la manière dont on délivre nos enseignements, et dans l'école, la manière dont on a travaillé ensemble pendant 2 mois, tous en télétravail, tous à distance. Il a fallu recréer des automatismes, des routines de fonctionnement. Donc, le monde change énormément et n'est pas épargné, évidemment, l'environnement organisationnel, l'entreprise. C'est très darwinien. La meilleure réponse apportée à tout ça, c'est une adaptation, une réactivité très rapide. C'est ce que disait Darwin sur la survie, la condition de survie des espèces. Ce n'est pas la plus forte qui va survivre ni la plus intelligente, celle qui va survivre, celle qui va s'adapter le mieux. Donc, un contexte de crise, c'est l'occasion aussi de renouveler un bon nombre de pratiques. Et c'est surtout après la crise, ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir refaire ce qu'ils faisaient avant, mais peut-être se trompent parce que des nouvelles donnes et des nouvelles normalités s'installent. Donc, les règles du jeu changent, elles sont encore en train de changer. On les observe de près puisque c'est quand même assez constitutif des contenus que nous délivrons à nos étudiants. Nous les analysons surtout à l'aune de grandes ruptures dont je vais vous témoigner ici. C'est notre analyse, des ruptures d'ordre différents. Ruptures, par exemple, industrielles et technologiques. L'intelligence artificielle, évidemment, modifie profondément la manière dont on conduit les affaires et impacte de plus en plus tous les secteurs d'activité de manière transversale. Les big data, les little data, l'éthique derrière les data, en France qui s'appelle la RGPD sur la protection des données personnelles. Tout cela, ce sont des enjeux évidemment très forts dans les métiers d'aujourd'hui et bien évidemment dans ceux de demain. La robotique, l'automatisation, la transformation digitale de l'ensemble des organisations, blockchain, réalité virtuelle, réalité augmentée, Internet, les objets connectés et plutôt le tout connecté. On est constamment en interface avec des plateformes, avec des systèmes, des écosystèmes. Tout ceci modifie profondément la manière dont on conduit ce qu'on appelle le business development, dont on conduit la croissance de l'entreprise et même dont on se comporte dans sa relation de travail, dans sa relation de travail aux autres et dans sa position dans la société en général. Des ruptures spatio-temporelles également, géopolitiques, des pays nouveaux qui émergent économiquement, des pays qui ont fini d'émerger, on a beaucoup parlé des BRICS, des générations nouvelles avec d'autres codes, d'autres approches, d'autres envies aussi, d'autres motivations, d'autres quêtes de sens qui pénètrent le marché du travail, alors toujours plus connectés évidemment, avec des connaissances et des savoirs accessibles 24 heures sur 24 en self-service, donc un rapport
complètement différent par rapport aux générations qui sont en place actuellement dans les entreprises. C'est dominé par une très grande vitesse. Tout va extrêmement vite. Il y a des flux très importants et très rapides. Et cela entraîne évidemment des ruptures économiques majeures qui donnent lieu à de nouveaux secteurs d'activité, à des opportunités aussi à saisir en termes de nouveaux métiers, puisqu'il faut juguler, encadrer ces nouveaux élans, ces nouveaux cycles économiques. Alors, crise économique de 2009, on l'a connue, ça a repensé énormément le travail, l'approche et la philosophie des business schools, mais également des phénomènes économiques, par exemple la démonétisation, le fait de rendre un produit ou un service qui autrefois était payant complètement gratuit. C'est arrivé pour la musique, c'est arrivé pour le cinéma, pour les livres, etc., etc. Et ça arrive sur d'autres secteurs comme les loisirs, comme l'éducation, par exemple, comme l'énergie, la santé. Là, on parle de 75% des dépenses des ménages. Donc, des technologies qui rendent l'impact exponentiel, l'impact de diffusion exponentiel et qui font tendre le coût de production de l'ensemble des produits et des services vers zéro pour créer une société vraiment du coût marginal zéro, alors extrêmement challengeante pour les organisations en place, mais qui crée évidemment des océans bleus d'opportunités pour des nouveaux business. Donc, nous sommes dans l'abondance notamment des informations, avec des générations qui sont très acculturées à tout cela. Alors, c'est peut-être aussi un cliché, une fausse intuition, on les a appelés les digital natives. C'est vrai qu'ils sont très à l'aise avec le digital, mais on se rend compte qu'ils sont très à l'aise avec une certaine partie du digital, pour la plupart. On va parler évidemment des réseaux sociaux, de naviguer sur le web. Je ne citerai pas TikTok ou ce genre d'appli, mais dès lors qu'on les retrouve dans des systèmes d'information, voire des traitements de texte, ou de l'analytique ou de l'Excel, qui sont quand même moins à l'aise. Donc, une génération quand même qui arrive dans l'entreprise, qui a une certaine maîtrise ou à tout le moins une appétence très forte pour la composante digitale. Mais au-delà de la composante digitale, il y a des grands challenges auxquels nous devons faire face et qui sont pleinement intégrés dans toutes les dynamiques, dans toutes les problématiques de performance économique. C'est une crise qui, à un moment donné, est mondiale, qui est morale, qui est sociale. La crise environnementale, la crise climatique, la quête de la durabilité, tout cela, évidemment, modifie profondément la quête de sens, particulièrement chez ces jeunes générations. Nous avons l'avantage à Excelia Group d'avoir été constitué sur un projet natif avec une spécificité très forte sur la responsabilité sociale des entreprises, sur la performance globale des organisations, la performance économique, environnementale, sociale, le développement durable. La Rochelle, c'est une ville qui, en France, a été la première à développer des politiques vertes, des politiques de mobilité douce, des politiques très ambitieuses de préservation de son littoral. Et ce qui était un bruit faible il y a 20, 30 ans, lors de la création de l'école, lors de la création il y a 20 ans de notre master en stratégie de développement durable, est aujourd'hui un bruit incontournable dans nos environnements que les jeunes générations veulent prendre à bras le corps parce que l'action, parce que la recherche de compétences pour le bien-être et l'intérêt général et surtout la recherche de sens collectif. Et cette génération qui arrive et qui est en train de pénétrer vraiment nos écoles, le marché du travail, les entreprises avec une autre conception de leur impact sur l'organisation et sur le monde en général, ce sont ce qu'on appelle les Sustainable Natives. Et pour cela, nous avons une mission, nous, Business School, de leur donner les éléments, de leur donner les clés des systèmes d'analyse, les clés des représentations du monde pour qu'ils puissent offrir des réponses à ces grands challenges qui nous attendent et qui, là, pour le coup, nous concernent bien évidemment tous. Donc, bienvenue dans ce monde extrêmement palpitant, extrêmement excitant, challengeant, mais un monde qui est fait de ruptures, avec des opportunités qu'il faut saisir, des fins de cycle, des débuts de cycle. À chaque fin de cycle, il y a toujours un retour vers l'éducation. Ça, dans l'histoire économique et dans l'histoire du monde, ça a toujours été le cas. Il y a toujours un retour vers l'éducation, un retour vers les grandes écoles, puisqu'il faut se réactualiser, il faut réapprendre à opérer les mécanismes créatifs, à identifier les opportunités, les saisir. Et c'est bien le cœur de ce que nous apprenons dans l'ensemble de nos écoles, s'adapter en permanence et identifier les opportunités à saisir, avoir toujours un coup d'avance. Alors, les métiers de demain, les nouvelles tendances, ce n'est pas avec ce raccourci que je vais m'en tirer, mais je vais vous le faire quand même. Tous les cabinets, les grands cabinets de consulting mondiaux du Big Four, Deloitte, BCG, PwC, etc., McKinsey notamment,
ont tous leur idée quand même sur la question. Ils écrivent beaucoup, l'entreprise du futur, comment les manières de travailler vont radicalement changer, la masse salariale du futur, le futur du travail, les grandes ruptures, les grandes disruptions qui nous attendent. Alors, c'est très intéressant de lire tout ça. C'est fait sur la base d'hypothèses, d'observations, d'analytiques extrêmement poussées. Nous, on a retenu quand même quelque chose en particulier qui nous a interpellés, c'est que près de 2/3 des métiers de 2035 n'existent pas encore. Cela veut dire qu'il va falloir former quand même ces étudiants, parce que c'est que dans 15 ans, le temps qu'ils soient diplômés, ils en ont pour 3, 4, 5 ans, si c'est un bachelor ou si c'est un master, et ils vont pénétrer le marché du travail à la conquête justement de ces nouveaux métiers sur lesquels peut-être ils ne vont pas avoir été formés spécifiquement. Donc c'est à nous à jouer ce rôle d'une part de veille, d'observatoire, et puis ensuite de sourceur pour façonner ces profils, inspirer ces profils de futurs leaders, de futurs managers, pour qu'ils aient un impact important et pertinent dans les entreprises, sachant que ces métiers, les contours, on les définit quand même encore assez mal. Alors, des compétences techniques, ce qu'on appelle les hard skills, il en faudra de toute façon. Donc, dans toutes nos écoles, grosse dimension sur le management, la stratégie, le marketing, la communication, la finance, le contrôle, l'audit, l'entrepreneuriat, la gestion de projet, pour la partie management, et puis on va parler de tourisme, de compétences, ensuite déclinées dans une certaine granularité, tourisme, digital. Ce sont des hard skills, ce sont des compétences techniques, les entreprises les demandent, ce sont des conditions évidemment nécessaires, vous allez voir pas forcément suffisantes mais nécessaires, c'est la partie visible de l'iceberg, mais c'est un stock de compétences, un stock de connaissances qu'il va falloir actualiser de plus en plus fréquemment. Nous sommes des générations où nous avions besoin de 10 ans avant de renouveler nos compétences, nos connaissances, parce que la vitesse des marchés n'impliquait pas forcément une actualisation rapide. Là, les générations vont devoir actualiser très vite et rester en apprentissage continu. Donc, une fois diplômés, très rapidement, ils vont aller trouver des formations pour justement affiner un certain point de leurs compétences, de leur domaine d'expertise, ou bien tout simplement se réinventer pour pénétrer notre secteur d'activité, ou justement saisir l'opportunité de décrocher un de ces métiers qui n'existe pas encore. Donc c'est un stock qui a une certaine durée de vie, une certaine obsolescence. C'est en quoi c'est nécessaire mais ce n'est pas suffisant. Et on va combiner ça avec une approche très pragmatique d'adaptation et d'évolution permanente dans des environnements turbulents à résoudre des problèmes complexes. Et là, on va plutôt parler de power skills, de compétences humaines, très forte valeur ajoutée, redéployables tout au long de sa vie, puisque ce sont des postures essentiellement, des structurations d'esprit, on parle d'esprit critique, d'esprit créatif, d'esprit analytique, d'esprit pourquoi pas également artistique, qui vont aider justement à façonner la performance de l'individu dans l'entreprise. Donc tout cela, c'est à partir d'une certaine pédagogie, une pédagogie qui nous est propre, l'experiential learning. Nous faisons des allers-retours constants dans toutes nos écoles entre l'apport théorique, le notionnel, conceptuel, les outils et des champs d'application sur des cas concrets dans l'entreprise ou à l'école avec des entreprises, dans le cadre de la vie associative, dans le cadre d'expatriation académique, dans le cadre d'une mission particulière qui s'appelle Humacité, d'engagement auprès d'ONG dans le monde entier. On développe toutes ces compétences, tous ces power skills, en affinant bien entendu ces hard skills qui vont être déterminantes pour son employabilité dans l'entreprise. Et on le double de coach learning. Le coach learning, c'est comment est-ce qu'on accompagne nos étudiants pour concrétiser l'ensemble des dimensions de leur projet, qui est singulier, c'est le leur. On les accompagne au cas par cas. Ce projet, il est souvent personnel, professionnel. Il y a des velléités également internationales. Alors, si forcément le système d'accompagnement, c'est ça ne marche absolument pas. Ce n'est pas ce qui se passe du tout chez nous. Nous, on va plutôt faire du sur-mesure. Donc, une très forte dimension expérientielle. Et on peut reboucler avec notre volonté absolue et notre audace à mettre du présentiel dès la rentrée prochaine, parce que c'est absolument notre modèle et c'est comme ça qu'on parvient à façonner des profils de grande qualité pour les entreprises ou pour de futurs entrepreneurs, managers, leaders, et du coach learning où nous accompagnons énormément nos étudiants. Donc, on travaille sur toutes les agilités, l'agilité sociale et sociétale, digitale, internationale, professionnelle, intellectuelle, passionnelle également, puisque nous n'avons de cesse à expliquer à nos étudiants de rendre pour eux les axes de passion et de motivation avec leurs projets professionnels.
Tout ça en vue de s'adapter en permanence sur une carrière. Une carrière, c'est près de 40 ans de travail. C'est long, il faut se réadapter et surtout, il faut être capable de saisir toutes les opportunités. Les domaines dans lesquels travaillent principalement nos étudiants une fois diplômés, mais plus globalement, là je me centre vraiment sur le management, plus globalement quand on fait une grande école de management, c'est surtout l'ingénierie d'affaires. L'ingénierie d'affaires, c'est le business development. J'ai une vision holistique de l'entreprise, j'en connais tous les maillons et j'insiste dans mon département ou à la tête de l'ensemble des départements en fonction de ma position à générer de la performance, à gérer des projets, à les amener jusqu'au bout dans les temps, dans les budgets, avec le but qui est atteint à la fin. Donc vraiment de remplir des objectifs et de participer à la croissance de l'entreprise, à sa performance économique, sa performance si possible également sociale et environnementale. Donc l'ingénierie d'affaires, l'ingénieur d'affaires, c'est ce gestionnaire de portefeuille d'entreprise ou portefeuille d'activités, de projets dans l'entreprise qui doit les mener à bien en amenant les équipes derrière sa vision pour façonner justement la croissance, la profitabilité, mais également la durabilité de l'entreprise. Des secteurs comme le marketing et la communication. Alors, le marketing, on va beaucoup insister maintenant sur les techniques digitales du marketing. Gestion, finance, audit, qui restent des secteurs encore très prisés dans les business schools et à La Rochelle Business School particulièrement. L'achat, la supply chain, la ressource humaine, le conseil et l'expertise. Bref, l'ensemble des maillons de la chaîne de n'importe quelle organisation, que ce soit un grand groupe, que ce soit une toute petite entreprise, que ce soit l'entreprise que souhaite créer le diplômé ou l'étudiant pendant qu'il est à l'école, que ce soit un club de sport, une association, une ONG, une organisation publique, n'importe quel type d'organisation. Donc, nos diplômés sont capables de travailler en fonction de la spécialisation et de l'appétence qu'ils ont développée pour un champ en particulier du management, de la finance ou du marketing, dans n'importe quel type d'organisation. Des exemples justement de métiers avec des métiers traditionnels et des nouveaux métiers. Si on prend le champ de la finance, métiers traditionnels, auditeur, contrôleur de gestion, directeur financier, consultant en optimisation des coûts ou cost killer, voilà des métiers assez traditionnels qui vont perdurer, peut-être différemment, parce qu'ils vont être impactés par la rupture digitale, impactés, vous allez le voir, par la rupture également de la durabilité, du développement durable, de la responsabilité sociale. Des nouveaux métiers. Auditeur en stratégie extra-financière. Toutes les entreprises cotées au second marché doivent déclarer un rapport extra-financier, donc un bilan social, un bilan environnemental. C'est un nouveau métier pour pas mal de collaborateurs d'entreprise et c'est de plus en plus valorisé dans le cadre des investissements socialement responsables par les actionnaires. Entrepreneur, par exemple, FinTech, où l'étudiant, une fois diplômé ou pendant ses études, va créer une entreprise dans le domaine de la FinTech parce qu'une idée jaillit et pourquoi pas un marché, on se lance et la FinTech est l'avenir aussi du marché financier. Banque, assurance, gestion de patrimoine, j'ai pris quelques secteurs, fait des illustrations. Impact de la soutenabilité, impact du digital. En ce moment, on travaille beaucoup avec des organismes bancaires, on travaille beaucoup avec les organismes d'assurance, nous sommes très proches de ce secteur, sur la finance verte, sur également la transformation digitale des réseaux bancaires au niveau des agences qui font face à des pure players et des agences de centre-ville qui se retrouvent de moins en moins fréquentées. Comment est-ce que je transforme au niveau digital le réseau bancaire, tout en privilégiant également des métiers beaucoup plus traditionnels, beaucoup plus installés, chargés d'affaires, soit entreprises dans les secteurs des assurances ou de la banque, conseiller en gestion de patrimoine, directeur d'agence bancaire, gestionnaire de portefeuille produits bancaires. Autre exemple, achat et supply chain, de très grosses problématiques et de très gros enjeux derrière la logistique verte, derrière la digitalisation de la supply chain, derrière la digitalisation des achats également. Donc, toujours, on va retrouver cet impact de la durabilité et cet impact du digital sur les nouveaux métiers et des métiers plus traditionnels dans le secteur du sourcing produit, achat logistique, transport, supply chain. Et si on continue rapidement, le marketing digital, ça devient la primauté dans les métiers du marketing avec ces nouveaux métiers, chef de produit digital, social media manager, data manager, consumer behavior analyst, à partir du management des big data, SEO manager également, business analyst, des métiers qui visent à avoir une connaissance très fine
du comportement des consommateurs, avoir une connaissance très fine sur les feedbacks lorsqu'il y a des opérations de marketing et les retours. Tout ce qui va être inbound marketing avec les call to action, c'est la nouvelle donne du marketing. C'est le marketing 3.0 fondé sur les valeurs et le 4.0 fondé sur le digital. L'ingénierie d'affaires également est impactée. Tous les métiers de la transition écologique, tous les métiers liés au renouvellement des énergies, tous les métiers liés à l'automation, à l'automatisation des chaînes de valeur des entreprises, à la transformation digitale. Ce sont des métiers en plein essor. On est consultant, on est interne à l'entreprise. Et enfin, notre spécialité forte et notre projet natif, notre vraiment ADN, tout ce qui va être responsabilité sociale, développement durable, gestion de l'environnement, où là, les métiers sont en explosion. Consultant développement durable RSE, responsable RSE dans l'entreprise, Chief Performance Officer, responsable de la performance globale de l'organisation, auditeur sur les questions de responsabilité sociale de l'entreprise et de développement durable. Voilà de nouveaux métiers qui sont en train vraiment de s'installer dans le panorama des métiers possibles et surtout dans les professions que l'on occupe dans une entreprise. Donc voilà des exemples de nouveaux métiers. Pour cela, des programmes. La Rochelle Business School, donc la grande école de management d'Excelia Group, des programmes au niveau post-bac, donc juste après la high school aux États-Unis, des programmes de bachelor, le bachelor en 3 ans, qui lui pour le coup va être très professionnalisant, le bachelor business. Il est quand même très franco-français puisqu'il est dispensé en français, il y a des cours en anglais, mais il n'est pas full teach in English. Donc, c'est très professionnalisant. Il y a des systèmes d'alternance où on alterne la présence à l'école, la présence dans l'entreprise, des expériences stages. Et on forme à partir du bachelor business des middle managers avec une très forte dimension sur la relation client, la négociation commerciale qui vont irriguer les entreprises. La déclinaison internationale du bachelor à La Rochelle Business School, du bachelor international, c'est le BBA international, donc Bachelor in Business Administration International. Programme en 4 ans sur le modèle américain du Bachelor with Honors, avec près de 2 ans passés à l'étranger. Donc, une formation en 4 ans, où là, pour le coup, profil international. Chaque année correspond à l'étude d'une zone géopolitique continentale en particulier, avec toute l'analyse géopolitique, géosociale, géoculturelle d'une zone, mais également le working in dans la zone concernée et le doing business in, avec des learning expeditions, un expérientiel vraiment très, très renforcé, dispensé à La Rochelle, complètement en anglais, dispensé également sur le campus de Paris. La rentrée se fera en janvier, ce qui vous laisse l'opportunité aussi de voir comment évoluent les choses et pour commencer ce beau programme tout en anglais dans la capitale. La moitié des diplômés commencent à l'international, principalement dans des grands groupes, sur des postes clés, dans le management marketing du luxe, achat supply chain, ingénierie d'affaires, consulting, tous les métiers que je vous ai présentés précédemment. Donc voilà les 2 formations au niveau bachelor, 2 formations au niveau master, le vaisseau amiral, le programme phare, le programme master grande école, programme en 3 ans, pouvant être fait en 2 ans, un an de pré-master et 2 ans de master, niveau bac plus, donc bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, mais il peut s'intégrer soit à niveau bac plus 2 directement, soit à niveau bac plus 3 directement en master. Master généraliste, avec une spécialisation qui donne quand même une très forte couleur au parcours à la fin, complètement enseigné en anglais, alternance possible sur un rythme 1 semaine à l'école, 3 semaines dans l'entreprise, alternance à l'international qui va devenir possible également avec nos nouveaux dispositifs. Donc, extrêmement intéressant d'avoir un pied dans l'entreprise, un pied dans l'école pour avoir son terrain de jeu pour confronter les apports théoriques. Mais on est sur un master généraliste avec des spécialisations bien identifiées en finance, marketing, management. Autre programme de master, les Master of Science. Donc, les Master of Science, programme en 2 ans, qui peuvent s'intégrer aussi et se faire en une seule année. Le programme en 2 ans est double diplômant et donne droit au MBA de l'Université du Québec à Montréal, donc un diplôme MBA nord-américain, en plus du diplôme de Master of Science Excelia Group, des spécialisations expertes. Donc là, on est vraiment sur des programmes ultra spécialisants dans les domaines de la finance, de l'audit, du marketing digital, du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises, achat, supply chain, ingénierie d'affaires, pour ne citer
que l'une de nos près de 15 spécialisations que vous pouvez rejoindre en Master of Science. Donc, un programme expert avec une double pédagogie à la fois nord-américaine basée sur la gestion de projet et le problem solving et une spécialisation experte à grand renfort de professionnels, mais également de nos enseignants-chercheurs experts sur ces thématiques. Donc, 2 programmes de niveau bachelor, dont un enseigné complètement en anglais, et puis évidemment les programmes master enseignés en anglais. Programme master grande école, vous pouvez le faire à La Rochelle et à Tours. Le programme Master of Science, pour l'instant, n'est disponible qu'à La Rochelle, mais avec la volonté également de pouvoir le diffuser sur d'autres campus dans des temps prochains. Donc, j'en ai fini avec La Rochelle Business School et je vais volontiers laisser la parole à Pascal pour la suite en arrêtant mon partage d'écran, en répondant à vos questions, bien entendu, si vous en avez, pour voir la déclinaison de ces nouvelles tendances dans les secteurs du tourisme, de l'hospitality et du digital. Merci Sébastien. Clément, on avait une question effectivement quant aux statistiques sur l'employabilité en France et à l'étranger pour les diplômés en management et stratégie, développement durable, RSE, etc. Alors, les grandes écoles en France, qu'elles soient d'ingénieurs ou de management d'ailleurs, sont les championnes de l'insertion professionnelle. Nous, sur l'ensemble de nos programmes, nous avons 6 étudiants sur 10 qui, avant même d'être diplômés, a reçu une proposition d'embauche. Pourquoi? Parce qu'il y a le jeu du stage de fin d'études, il y a le jeu de l'alternance, de l'apprenticeship, ce qu'on appelle le work study, où l'entreprise, pendant 1 an, voire 2 ans, voit évoluer un étudiant dans son organisation et généralement, ça débouche à 75% du temps sur une proposition d'un contrat qui est plutôt pérenne. On parle d'un contrat à durée indéterminée, ce fameux premier job qui lance la carrière du diplômé. Si on prend la statistique à 6 mois, tous les Master of Science, tous les Masters Bachelor, c'est entre 94% et 100% d'insertion professionnelle. Et je vous parle de 6 mois après la diplomation. Et si on va un peu plus loin dans la granularité, au bout de 2 mois, tous nos programmes sont environ à 80% d'insertion professionnelle. Donc, au bout de 2 mois après diplomation. Donc, faire une grande école en France, Excelia Group, La Rochelle Business School en particulier, c'est quand même un gage d'insertion professionnelle parce qu'il y a un travail sur l'employabilité et une mise en perspective du diplômé dans l'entreprise tout au long de son parcours qui fait qu'il arrive sur le marché du travail complètement équipé avec des signaux de grande qualité pour les entreprises, un label grande école, accrédité, des compétences, des expériences. Dans le cadre du master, vous pouvez accumuler 2 ans et demi d'expérience sur les 3 ans par le jeu de l'alternance, des stages, des missions. Donc, vous avez un CV qui est absolument remarquable. Vous avez 24, 25 ans et vous avez déjà 2 ans et demi d'expérience. Donc, vous êtes très attractif aux yeux d'une entreprise. Concernant l'international, je vous ai parlé du BBA puisque celui-ci est vraiment dédié à l'international où la moitié des étudiants commencent leur carrière professionnelle à l'international. Sinon, en moyenne, cela dépend des promotions, mais sur les promotions basses qui sont moins parties à l'international, on va être sur 15% d'insertion professionnelle à l'international de nos diplômés. Certaines promotions ont une appétence beaucoup plus forte pour l'international et on va être à 20%. Super, merci Sébastien. Je pense que ça a répondu plus que bien à la question. Merci beaucoup. Merci. Oui, donc pour prendre le relais sur ce que vient de dire Sébastien, donc, on a présenté Clément l'ADN d'une école de commerce, d'école de management en France. Et c'est un peu un triptyque que vous retrouverez, c'est ce qui fait la spécificité de la France, c'est l'académique, l'excellence académique. Donc on en a parlé avec la reconnaissance par les accréditations nationales et internationales. C'est l'expérientiel qu'on ne retrouve pas dans tous les pays du monde. Les stages, l'alternance, c'est vraiment typiquement français et ça permet une insertion professionnelle très très forte. Donc c'est les 3 ingrédients quand même de nos écoles en France et notamment d'Excelia. On s'appuie sur le territoire et donc ce sont un peu nos racines. Et sur les ailes, c'est l'international pour nous développer. Donc là, je vais faire un focus sur l'école de tourisme et d'hospitality et l'école digitale. Donc La Rochelle Tourism and Hospitality School a été créée en
il y a 15 ans. Donc, on s'est appuyé justement sur les forces du territoire. Les forces du territoire, c'est le tourisme, évidemment. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région la plus visitée de France. Et puis, dans les 1,4 milliard de touristes dans le monde, l'Europe, bien sûr, en accueille la moitié et la France en accueille le plus, effectivement. Donc, terre de tourisme sur nos racines. Et puis, terre, évidemment, le tourisme est mondialisé maintenant. Donc, ce sont les ailes, puisque, comme pour La Rochelle Business School, La Rochelle Tourism and Hospitality School, ce sont des programmes en français, mais aussi en anglais, de bac à bac plus 5. Donc, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, La Rochelle Digital School, ce sont des programmes qui ont été une école qui a été lancée il y a 3 ans, qui pour l'instant donc, a trois bachelors, un bachelor communication, un bachelor web design et un bachelor of science, data et digital intelligence, connectés justement, on en parlait, à notre territoire, puisque nous avons la proximité de la 3e place financière française à Niort, qui accueille l'ensemble des mutuelles, les plus grosses mutuelles en France. C'est un terrain de jeu pour la data et le big data, assez intéressant. Donc, je vais partager mon écran là pour notamment faire un point sur la spécificité du tourisme. On peut se demander justement, gérer une école de tourisme en mars ou en avril ou en mai 2020 avec le Covid-19, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que finalement, évidemment, lors d'une crise, et voilà comment analysent les enseignants-chercheurs qui composent notre école, puisqu'on a un institut de management du tourisme, un Tourism Management Institute au sein de l'école. Et donc, voilà comment il analyse finalement cette crise. Le tourisme a connu beaucoup de crises. Il y a eu la grippe espagnole, il y a eu la mondialisation, il y a eu la mondialisation du tourisme, le tourisme de masse, il y a eu beaucoup de crises. Il y a eu la crise de 2008. À chaque fois, le tourisme s'arrête en premier, puisque là, pour le coup, on ne peut plus voyager. Mais c'est le premier qui repart. Il suffit de regarder la côte, les plages de Charente-Maritime ou de Bretagne ou d'ailleurs ce week-end, tout le monde a envie de partir. Donc, c'est le premier secteur. Donc, moi, je ne suis pas inquiet sur le redémarrage de cette industrie. Donc, effectivement, les écoles spécialisées, La Rochelle Tourism and Hospitality School, c'est allier passion et carrière. Nous formons sur 5 ans. Donc, effectivement, l'étudiant qui rentre après son bac ou après la high school chez nous sortira dans 5 ans ou dans 3 ans. On peut s'arrêter au niveau bachelor, au niveau bac plus 5. Et effectivement, le contexte, bien évidemment, aura évolué. Je parlerai après de l'insertion professionnelle, mais effectivement, les chiffres sont ceux qu'ont évoqué Sébastien. À peu près 30 à 40% de nos étudiants sont pré-recrutés avant la sortie. Et les taux d'insertion sont excellents dans le tourisme, puisqu'on manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans le tourisme mondial. C'était vrai avant le Covid, et ça sera vrai après le Covid, avec la nuance près que les compétences recherchées vont évoluer. Et nous, on va s'adapter. Donc, nos enseignants-chercheurs, justement, sont en prise directe avec les entreprises et nos partenaires entreprises de notre école. Je pense à Accor, par exemple, le réseau Accor, leader mondial de l'hôtellerie, qui fait la semaine prochaine justement un webinaire pour expliquer aux étudiants que les compétences vont changer. Donc, ils ne feraient pas de webinaire s'ils ne recrutaient plus. Au contraire, ils font un webinaire justement, et tout le monde peut y assister, ça peut être intéressant, pour dire aux étudiants, voilà ce qui va changer. Donc, je vais vous donner quelques pistes qu'on a analysées aujourd'hui avec nos collègues enseignants-chercheurs. Déjà, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y avait quand même un développement fort avec la mondialisation du tourisme de masse, et qu'en fait, on va aller vers une masse de tourisme différent. Donc, ça va tout changer et rien changer, finalement. Dans les métiers, pas changer grand-chose, mais dans les compétences dans ces métiers, ça va changer quelque chose. Alors, on a regardé aussi, parce que la Chine, a quelques semaines d'avance dans le déconfinement, eh bien, la Chine a assisté à une reprise assez importante, finalement, des réservations. Et c'est ce qu'on assiste aussi aujourd'hui quand on interroge les professionnels du tourisme. J'étais en relation la semaine dernière avec les professionnels de Nouvelle-Aquitaine du tourisme, et également le président de l'association des offices du tourisme de France, qui me disait que oui, le tourisme va changer. Et on assiste à une reprise de gens qui veulent se reconfiner finalement en famille dans des conditions sanitaires maîtrisées. Donc là, les réservations dans les gîtes explosent. Donc les réservations dans les maisons individuelles vont exploser.
Les hôtels qui vont pouvoir assurer un protocole sanitaire de qualité vont repartir. Et donc cet été, on va privilégier le local, effectivement, mais aussi la campagne. Donc à La Rochelle, c'est clair qu'on va accueillir beaucoup de touristes, un peu moins de touristes internationaux, c'est sûr, mais qui vont être remplacés finalement par des touristes nationaux. Et puis à terme, après la crise du Covid, donc en septembre, à horizon 2021, c'est des compétences qui vont évoluer. Et effectivement, je vais en parler juste après. On interroge, moi je suis en prise permanente effectivement en tant que directeur de cette école avec nos professionnels. Il faudra un tourisme qui soit mieux disant, mieux faisant, mieux vivant. Donc plus de tourisme de proximité, hein, ça c'est ce que disent nos experts, notamment l'ancien dirigeant du Futuroscope qui est aujourd'hui consultant pour des ministères et des organisations professionnelles françaises et internationales. L'idée, ça va être d'inventer de nouvelles expériences de tourisme. En fait, c'est le touriste, lui, va vouloir être surpris, va devoir être en sécurité, va devoir toucher le développement durable et notamment, il va devoir être aussi rassuré sur le fait qu'il n'y a pas de file d'attente. Hein, on ne va pas avoir envie, on est d'accord, de se resserrer dans des files d'attente. Il ne va pas avoir envie d'être coincé dans les bouchons, il ne va pas avoir envie d'être au milieu d'un tourisme de masse qui existait avant. Donc, en fait, qu'est-ce qui va être développé? Ça va être les 3D que La Rochelle Tourism and Hospitality School, donc notre école, a mis en place déjà dans sa pédagogie depuis quelques années. Donc, on a un petit peu de longueur d'avance. 3D, c'est le design d'expérience unique. On va vouloir être surpris. On va vouloir vivre une autre expérience que celle d'avant. On va avoir du tourisme du digital. On va vouloir des applications qui vont nous dire là, vous pouvez aller là de telle heure à telle heure parce qu'il n'y aura personne, etc. etc. Et le client voudra aussi évidemment un investissement fort dans le développement durable. Sébastien l'a dit, notre école est née à Excelia il y a 30 ans à La Rochelle, une ville pionnière du développement durable. Il faut savoir que c'est à La Rochelle qu'a été inventé en 1973 les rues piétonnes, qu'ont été inventées les premières voitures électriques en libre-service et les premiers vélos en libre-service bien avant les Vélib'. Donc, on est ancré dans une terre de développement durable. C'est au cœur de nos objectifs d'apprentissage, de nos learning goals. Et effectivement, on le développe au sein de notre école de tourisme, en lien également avec l'accréditation TEDQual, Tourism Education Quality, délivrée par les Nations Unies. Nous sommes la seule à l'avoir en France. C'est parce qu'on met en place le code d'éthique et qu'on l'enseigne à nos étudiants. Donc, on espère qu'avec ça, nos étudiants sauront mettre en œuvre justement ce qu'attendent le client de demain dans le tourisme. Voilà, donc évidemment, le cœur du business model de ces destinations sera le développement durable. Finalement, est-ce que les dauphins dans la baie de Venise ne vont pas attirer plus de monde que le bateau de croisière qui mesure 50 mètres de haut au milieu de la place Saint-Marc? C'est évident la réponse, on le sait tous. Par contre, le professionnel du tourisme va devoir adapter son offre. Voilà. Le professionnel du tourisme a plus besoin du touriste que le touriste a besoin du professionnel. Le touriste, finalement, c'est nous, hein. C'est vous. On fait ce qu'on veut. On a besoin, clairement, on va avoir besoin de ces 3D. On va avoir envie de ces 3D demain. Donc, en fait, ce ne sont pas des nouveaux métiers, mais des nouvelles compétences dans le tourisme. Donc, il y a globalement 3 métiers dans les métiers du tourisme, de bac à bac plus 5. Le bac plus 3, c'est l'opérationnel. Le bac plus 5, il met en place la stratégie. Donc, on a toutes ces formations chez nous. Les métiers, il y en a 3, la vente, l'animation, la conception. Donc, on peut mettre une matrice au travers des 3D que j'ai énoncés tout à l'heure. Ce qui va évoluer, c'est évident, sécurité sanitaire, prendre en compte les besoins des clients, mettre en œuvre une expérience différente et en sécurité. Je ne veux plus de file d'attente au Futuroscope. Comment on fait? Eh bien, on met en place des systèmes digitaux très aiguisés pour dire à telle heure, vous devez, monsieur Mercier, monsieur Chantelot, aller à telle animation. Mais là, on ne va pas attendre une demi-heure ou 1 heure ou 2 heures. On va attendre 5 minutes. Donc, ça nécessite de l'innovation. C'est bien pour nos jeunes diplômés qui sont des digital natives et qui vont pouvoir proposer des solutions innovantes. Et puis, on devra, si on est manager, assurer une continuité à tous les postes de l'entreprise au niveau du design de l'expérience. Puis, en termes de conception, on va avoir besoin de nos diplômés pour proposer des offres plus personnalisées en lien avec les attentes clients. Au niveau du développement durable, c'est pareil. Connaître les normes, les appliquer. Je peux vous dire que dans le milieu du tourisme, il y a quand même un gap.
C'est clair que dans l'aviation et dans les achats dans l'aviation, on met en place des normes. Dans le tourisme, un peu moins. On a tous vécu parfois des expériences un peu douloureuses avec une annonce, une promesse. Puis finalement, on le voit dans les photos sur TripAdvisor où finalement, quand on rentre dans le détail, on voit que tout n'est pas au clair. Là, les professionnels devront être attentifs à tout cela. Ça tombe bien parce qu'on l'a déjà mis en œuvre chez nous. Dans les enseignements, on a déjà infusé dans nos enseignements ces 3D. Et puis dans l'animation, mettre en œuvre toutes les normes dans l'entreprise et développer les bonnes pratiques. Puis dans la conception, adhérer à des normes, montrer patte blanche et dire voilà, je suis adhérent à ces normes. Et ça, c'est nouveau. Comme l'a dit Sébastien, il y a des audits financiers. Maintenant, il y a des audits extra-financiers sur les pratiques sociales de l'entreprise. Eh bien, on l'a imposé grâce à des normes. Là, c'est le Covid-19 qui va l'imposer aux entreprises de tourisme d'adhérer et développer l'écotourisme également. Donc, nous faisons partie d'associations comme ATD, acteurs du tourisme durable. Et on fait partie, c'est important, de la conférence des formations d'excellence en tourisme créée par le ministère des Affaires étrangères, justement, pour labelliser nos formations. Donc, ce sont des formations labellisées au plan international qui garantissent justement que nous faisons attention à toutes ces dimensions. Et puis sur la digitalisation, bien sûr, des outils adaptés au Covid-19, pouvoir aller rapidement d'un point A à un point B, la personnalisation, l'intégration du digital dans tous les processus, la formation du personnel. C'est bien pour ça que l'école de tourisme a été créée il y a 15 ans. C'est pour professionnaliser les acteurs de tourisme qui étaient souvent des self-made man, ou alors, vous le savez bien, on travaille dans le tourisme comme ça parce qu'on aimait bien animer ou on savait chanter et puis on était au Club Med. Là, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Je vous invite encore une fois à aller assister au webinaire d'accord qui va expliquer que tout ça, que la formation est de plus en plus importante. D'ailleurs, c'est un de nos partenaires. Et puis en conception, niveau digitalisation, créer des outils et surtout partager les données. Les plateformes comme Booking, c'était bien pour le tourisme de masse. C'est plus valable, moins valable aujourd'hui. Il va falloir inventer d'autres outils. Donc, en résumé, il y a toujours les mêmes métiers, chef de produits touristiques, conseiller voyage, responsable d'accueil client. Il y a le management, revenu management, direction d'hôtel, consultant, chef de projet, data analyst, airline manager, web marketing, communication digitale, mais avec des nouvelles compétences et encore plus aiguisées. Voilà, je pense que j'ai fait un rapide panel de tout ce qui va évoluer. Donc, en fait, je ne suis pas du tout inquiet pour l'insertion professionnelle de nos diplômés. Ils vont retrouver, les stages reprennent, là, on le sent déjà. Et en revanche, ce sont eux qui vont apporter l'innovation dans les entreprises de demain. Pour terminer sur les programmes de l'hospitality et du management du tourisme, donc on est une école généraliste de management du tourisme avec un bac+3, des programmes en anglais, des programmes en français dès après la high school, dès après le bac, jusqu'au bac+5 dans les 3 métiers du tourisme, l'hospitality, l'hébergement, une destination, mettre en œuvre une destination ou mettre en œuvre de l'événementiel. Et puis, donc, à La Rochelle, sur notre campus, avec 3 parcours en bachelor, un parcours spécialisé pour aller profondément dans une spécialisation qui nous passionne, ou alors le parcours international, on va au Disney College, par exemple, où on s'expatrie dans une de nos 70 universités partenaires dans le monde, ou alors le parcours alternance, si on veut s'immerger dès la 3e année dans l'entreprise. Tout ça, bien sûr, avec des expériences humanitaires obligatoires en 2e année et des stages, bien sûr. Et à Tours, on va se focuser sur le management de la destination. Tours est une cité, le Val-de-Loire, évidemment, est connu dans le monde entier par les châteaux de la Loire. Donc, a une grosse expérience internationale de management du tourisme, avec donc un parcours à Tours en anglais et en français qui ouvre, c'est intéressant de le dire, en janvier 2021. Et c'est fait exprès pour accueillir les étudiants en rentrée décalée. Voilà, on répondra peut-être aux questions après, Clément, s'il y en a. Sur les métiers du digital, une école avec 3 programmes bachelor, communication, web design et data et digital intelligence. Là, effectivement, nos étudiants n'ont pas connu le Covid puisqu'ils étaient en télétravail et le stage ne s'est pas arrêté. Ils ont continué à travailler. Nos études montrent qu'il y a évidemment 18% de projets d'embauche dans le numérique, 7% par an de croissance dans le chiffre d'affaires. On le voit bien aujourd'hui. Même pendant la crise, le digital, et pour cause, se porte très bien. Il y a une forte tension dans le recrutement. Il y a 0,35 candidats par poste. Donc, ça veut dire que nos étudiants sont recrutés à la sortie. Les postes créés seront nombreux. Donc, tous les métiers, aujourd'hui, ont été
encore plus renforcée, même chez nous d'ailleurs, et on le voit en faisant ce webinaire, on a besoin de techniciens, on a besoin de web manager, on a besoin de content manager, aussi bien en termes de communication que le web design, des médias un peu plus techniques, où on a besoin de créatifs, que dans les métiers de la data, où là, comme le disait Sébastien, on ne connaît pas la moitié des métiers dans 3 ans. Il y a la 5G qui arrive, qui va renforcer l'UX design et l'UI design. Donc, on aura besoin à la fois de gens qui vont communiquer dans le digital, à la fois de gens qui vont créer le package, finalement, le web design, et puis des gens qui vont, en troisième ligne, creuser dans la data pour exploiter et répondre aux besoins des clients. Et notamment, j'en parlais dans le tourisme, on va avoir besoin de personnaliser au maximum l'offre et on va s'appuyer sur ces compétences. Voilà, pour terminer, 3 bachelors donc, dans l'école digitale, le bachelor communication, le bachelor web design et la 3e année de bachelor of science data et digital intelligence avec des profils un peu plus scientifiques et une 3e année qui se fait à Niort. Voilà Clément pour les écoles spécialisées pour allier passion et carrière et avec ce petit point sur le secteur du tourisme. Merci Pascal. On a une question tout à l'heure pour revenir au basique, mais non négligeable. Oui. Quelle est la condition d'accès, le niveau de l'élève pour entrer chez vous? Alors chez nous, donc je le disais, Sébastien parlera de la Rochelle Business School, on peut rentrer après le bac dans l'école de tourisme et ensuite après un bac plus 1 ou après un bac plus 2 pour rentrer à tous les étages, y compris après un bac plus 3 dans nos Master of Science, y compris après un bac plus 4. Et là, on vient finaliser sur la 5e année. Bien sûr, si on veut rentrer en bac plus 4, après un bac plus 4 dans un programme de tourisme, il faut montrer un dossier en lien avec le projet personnel de l'étudiant, bien évidemment en lien avec les métiers. Voilà. Et puis, pour l'école digitale, je l'ai montré après un bac plus 1, après un bac plus 2, et puis pour la Rochelle, pour le bachelor en data, après un bac plus 2 scientifique. Super, merci. Vous avez pas mal cité aussi le webinaire Accord. On mettra en lien voilà, pour que les auditeurs puissent le retrouver. Avec plaisir. Ça fait déjà presque 1h15 qu'on est tous ensemble. S'il y a des questions, vous pouvez y aller, c'est le moment. De toute façon, le webinaire sera rediffusé sur French Morning. On avait une question un petit peu avant sur les questions, alors les tendances du tourisme virtuel avec toutes les montées du flyscam, le sentiment de culpabilité de prendre l'avion, la saturation de certains sites touristiques. Voilà, il y a pas mal de boîtes qui sont en train d'explorer cette piste du tourisme virtuel. Est-ce que vous avez un avis sur la question, un ressenti des tendances qui vont pouvoir se dessiner? Oui, un touriste, en fait, il suffit de reprendre la définition de l'Organisation mondiale du tourisme, justement, qui délivre les accréditations TEDQual. Un touriste, c'est quelqu'un qui part de chez lui. Donc, la virtualisation, ça va être pour justement vendre les destinations. Donc, c'est incontournable. Il faudra faire des webinaires, il faudra faire effectivement de la virtualisation de sites. D'ailleurs, nous, on l'a fait pour parler de notre école avec une virtualisation, visite virtuelle. Mais un touriste, c'est celui qui part. En revanche, il ne partira plus au même endroit, il ne partira plus au même moment, il ne va plus partir en juillet-août, il va partir peut-être un peu de plus morcelé, un peu plus longtemps, c'est ce qu'on voit se dessiner en fait, plus longtemps pour mieux profiter, d'accord, pour être aussi moins polluant, bien sûr. Il faut savoir qu'effectivement, l'avion est un moyen de transport polluant, mais au regard de toutes les émissions, ce n'est pas celui qui est le plus polluant finalement, on le sait bien, c'est l'industrie. Donc voilà, le tourisme local va se développer plus, donc on partira moins longtemps, mais un peu moins loin, ou alors plus longtemps et plus loin, ce qui permettra d'éviter ce qu'on a connu peut-être avant. Donc voilà, un touriste, c'est quand même quelqu'un qui rencontre d'autres personnes et d'autres dimensions, si vous voulez. Donc le tourisme, la virtualisation, va être un moyen de peut-être par contre d'éviter d'aller de faire un saut de puce à des tarifs dérisoires pour brûler du kérosène sur un week-end. Ça va permettre de préparer son voyage. Voilà comment voient nos équipes le futur du tourisme. D'accord. Pour ceux qui partent et ceux qui ne partiront pas pour avoir un casque de réalité virtuelle sur leurs yeux, sur leur canapé. En première étape, oui. En première étape, d'accord. Ok, plus qu'une vraie destination. C'est ça. Ouais. On ne part pas 15 jours sur son canapé, c'est très juste. Non, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué.
Super, merci Sébastien, merci Pascal. Si on n'a pas plus de questions, je vous propose qu'on rende l'antenne entre guillemets. N'hésitez pas à nous suivre sur French Morning. Demain, on a un nouveau webinaire, alors plus B2B, sur les questions sur les entreprises, les rebonds. Et donc, on aura le plaisir de vous retrouver pour s'adapter à la réouverture aux États-Unis. Vous retrouverez bien entendu les coordonnées du bureau des USA pour Excelia Group. Et puis, on vous dit à très bientôt sur French Morning. Merci Sébastien, merci Pascal. Merci Merci Clément. Clément, merci à tous.